95 ans. Je suis donc entrée. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment très très peu de femmes. Sur un amphi de 200 étudiants, nous étions peut-être une dizaine de filles. Est-ce que vous pouvez me raconter vos études de médecine et d'où vient cette envie d'être médecin? Dans ce lycée de jeunes filles à l'époque, j'étais très contente d'entrer, heureuse d'avoir la connaissance de tas de choses, tant du point de vue géographique, physique, économique, humaine. J'aimais ça. Quand j'ai eu mon bac, il fallait rentrer en faculté, faire l'universitaire. J'ai pensé que la géographie serait pour moi un magnifique domaine de connaissances à tous azimuts. À cette époque, la géographie ne menait qu'à l'enseignement. Or, je ne voulais pas enseigner. Donc, j'ai renoncé et j'ai choisi la médecine, c'est-à-dire la connaissance justement de l'homme. Enfin, c'était vaste, très vaste. Alors, c'est pour ça que je suis donc entrée. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment très très peu de femmes sur un amphi de 200 étudiants. Nous étions peut-être une dizaine de filles. Quel sentiment vous avez ressenti quand vous avez vu si peu de femmes? Ça vous a encore plus motivé ou ça vous a fait un peu peur? Non, ça ne changeait rien en difficulté d'apprendre et au plaisir d'apprendre, mais on était peu nombreuses, on n'avait pas beaucoup de copines, alors on s'entendait très bien. Donc là, j'ai commencé des études assez longues, assez difficiles. Ça m'a plu tout le temps. En fin d'études, j'ai cherché un travail qui ne me prenne pas, parce que mon mari était un médecin généraliste, travaillait jour et nuit sans arrêt. Je ne pouvais pas faire ça, parce qu'alors les enfants étaient abandonnés. Donc j'ai cherché un salariat pour que j'ai des horaires de travail et des horaires à consacrer à ma famille. J'ai donc fait la spécialité de médecin du travail et ça m'a beaucoup intéressée. C'était une nouvelle création universitaire. J'étais tout de suite contente parce que les patients étaient tous différents et ils étaient tous pareils quand même. C'est extraordinaire. J'avais depuis le manutentionnaire jusqu'au PDG toute la hiérarchie sociale qui défilait dans mon cabinet. Toute ma vie a été consacrée à cette spécialité au point de vue professionnel. J'aimais tellement ce travail que lorsque je suis arrivée à la retraite, je me suis trouvée désemparée par ces journées libres où il n'y avait rien à faire. Alors j'avais une amie médecin, je lui ai expliqué mon problème, elle m'a dit mais c'est pas compliqué, je vais te trouver un poste de médecine humanitaire. Mon premier poste a été l'hôpital de Saint-Pétersbourg. J'ai adoré cette ville. Elle est, du point de vue architectural, c'est une splendeur. Les églises avec tous ces dômes de toutes les couleurs et de toutes les formes. Un des plus beaux musées du monde. Il y avait de quoi se régaler pendant des heures. Le gouvernement soviétique m'avait donné un billet d'entrée permanent gratuit. Je logeais dans un HLM de la banlieue de Saint-Pétersbourg, mais j'allais au cœur de la ville tous les jours et à l'hôpital tous les jours. Alors, je peux vous dire que mes journées étaient très occupées et très heureuses. Mon étonnement a été grand quand je suis rentrée dans cet hôpital de Petrodvorets, parce que à l'entrée, il y avait une grande table avec beaucoup de femmes assises les unes en face des autres, et puis sur la table, des plaquettes de médicaments. Mais pas de boîte, des petites plaquettes différentes les unes des autres, avec le nom au dos. La famille des malades venait acheter une plaquette ou deux plaquettes. L'hôpital ne les fournissait pas. Ça vous a fait un choc de voir que les familles devaient payer des Ben oui, médicaments? les patients souvent devaient apporter leur literie aussi. Ils n'étaient pas très actifs et très dynamiques pour les patients. Et pourtant, c'était un très grand hôpital. C'est vous dire l'état dans lequel se trouvait la Russie à ce moment-là. Pendant qu'on restait à Paris,
on les collationnait, on les groupait. Ces médicaments étaient encore valables, la date de péremption étant quelquefois de plusieurs mois avant, quand ils donnaient ces médicaments. Et quand je partais à Saint-Pétersbourg, j'emportais surtout les plus simples, les antihypertenseurs en particulier, et les toniques cardiaques. À la douane, quand j'arrivais à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, le douanier m'attendait, me faisait attendre des heures à regarder mes médicaments. Je sais bien ce qu'il voulait, mais moi je sais bien ce que je ne voulais pas. Je gagnais toujours, c'est-à-dire que je retrouvais mes médicaments sans les avoir payés, parce qu'il me demandait ça au passage. Je pouvais attendre des heures assis sur un banc. Vous gagnez à chaque fois? Ah oui, à chaque fois. Vous avez eu d'autres moments marquants dans ces missions humanitaires? J'en ai un qui me reste comme un cauchemar que j'ai de temps en temps. Je me suis trouvée donc à l'intérieur de l'hôpital et un de mes collègues français me dit viens, on a quelqu'un à te montrer. Il a ouvert la porte de la petite chambre et à l'intérieur c'était un spectacle épouvantable. Je m'en souviendrai toujours, d'un homme jeune qui était mourant, qui avait tous les bouts des doigts gelés, parce que c'était le plein hiver. Il avait avalé des quantités de comment ça s'appelle, cet alcool russe, mais qui était trafiqué, et donc il était complètement paumé, et il était resté dans le froid, jusqu'à ce que d'autres personnes charitables le ramènent à l'hôpital. Mais à l'hôpital, il était là avec ses extrémités noires et complètement ailleurs, si vous voulez, c'était inconscient, au-delà du délire. C'était, pour un homme jeune, ça m'a fait mal. Sinon, par ailleurs, j'ai été très chaleureusement accueillie par les Russes. Je me souviens du directeur du musée Pouchkine qui m'invitait chez lui et on mangeait beaucoup, voilà, de champignons de toutes les formes. Ils en étaient très fiers. Et il y avait même eu un problème politique entre les Russes et les Baltes à cause des champignons, parce qu'ils sont très, très friands. Vous en retenez une bonne expérience? On voit des choses qui ne sont pas du quotidien en France. Je ne pense pas que vous voyez ça tous les jours, vous. Alors, ça vous ouvre un peu des horizons sur l'autre. Et là-bas, c'était des exemples qui vous flashaient à la figure. C'est un message que je voudrais modestement apporter, penser à l'autre. Aujourd'hui, dans un domaine en France, bien sûr beaucoup plus calme, mais tout de même, c'est un peu la même chose. Il faut espérer que chacun pense que l'autre existe. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez par rapport à la vieillesse? La vieillesse, la vieillesse, c'est une maladie qui vous emmène vers le déclin tous les jours. Vous avez des problèmes rénaux, des problèmes d'hypertension, des problèmes de maladies de peau, vous pouvez tout voir. Et en même temps, vous perdez vos capacités. Ce qui est assez terrible, c'est une baisse de l'intelligence, une perte de la mémoire. En toute sa vie, j'ai bien fonctionné avec l'intelligence et la mémoire. Mais maintenant, je n'ai plus de mémoire, mais pas beaucoup d'intelligence. Vous avez l'air d'être une personne passionnée, qui essaie toujours d'apprendre. Est-ce que vous continuez à vouloir vous stimuler? Je continue de vouloir apprendre et j'apprends de tous les jours encore. C'est un enrichissement permanent dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine des autres. Un message qui vous tient à cœur? Je vous l'ai déjà donné. Il faut penser à l'autre, à ses difficultés, et dans la mesure où on les a comprises, et dans la mesure où on peut l'aider, il faut le faire.